L'air, en cette funeste matinée de juin 1815, était lourd de l'odeur de la terre humide et d'un désastre imminent. La pluie avait détrempé les champs au sud de Bruxelles, transformant la riche terre belge en un bourbier traître. Des milliers de soldats, français, britanniques, hollandais, allemands, se tenaient prêts pour une confrontation décisive. L'armée alliée, commandée par le duc de Wellington, tenait une solide position défensive. Wellington comptait sur l'arrivée de l'armée prussienne du maréchal Blücher. Napoléon planifiait une série d'assauts brutaux pour percer le centre de Wellington. Les premières attaques françaises furent féroces. Les canons tonnaient, les mousquets crépitaient. La ferme de Hougoumont et la Haie-Sainte furent le théâtre de combats désespérés. La cavalerie française chargea encore et encore, pour seulement se heurter à des murs de baïonnettes. La boue collait aux bottes, ralentissait les canons et épuisait les soldats. Alors que la journée avançait, les attaques de Napoléon ne parvinrent pas à obtenir une percée décisive. La ligne de Wellington, bien que malmenée, tenait bon. Le duc lui-même parcourait inlassablement ses lignes, encourageant ses hommes. Et puis, au loin, de nouvelles colonnes de troupes furent aperçues. Étaient-ce les Prussiens, tant attendus, ou le maréchal Grouchy avec ses 30 000 Français? La tension était insoutenable. Soudain, un cri s'éleva du flanc droit français. Pas de bleu prussien, mais les familiers uniformes bleus de l'infanterie française émergeaient des bois près de Frischemont. C'était le maréchal Grouchy. Contre toute attente, il avait marché au son du canon. Napoléon, dont la sagacité légendaire était aiguisée par le désespoir, vit sa chance. Les troupes fraîches de Grouchy pouvaient engager l'avant-garde prussienne de Bülow, libérant ainsi les réserves de Napoléon pour soutenir l'assaut principal. Les hommes de Grouchy, bien que fatigués, se jetèrent dans la mêlée, stoppant les Prussiens de Bülow et les repoussant. Cette intervention cruciale soulagea l'immense pression sur la droite de Napoléon, lui permettant de se reconcentrer sur la ligne assiégée de Wellington. Le duc de Fer, voyant ce nouveau développement, dut sentir une terreur glaciale lui étreindre le cœur. La menace prussienne neutralisée, Napoléon pouvait maintenant lancer son attaque décisive. Il s'adressa personnellement à sa garde impériale, enflammant leur cœur et leur promettant la victoire. Alors que le soleil déclinait, les légendaires bonnets à poil de la garde s'avancèrent, prêts à porter le coup de grâce. L'assaut final de la garde impériale fut un spectacle saisissant. Ils avancèrent contre un centre allié déjà chancelant, désormais privé de l'espoir d'un secours prussien imminent. L'engagement de Grouchy contre Bülow signifiait que le gros des forces de Blücher arriverait trop tard. La garde, criant « Vive l'empereur !» s'écrasa sur les régiments britanniques et alliés. La résistance fut héroïque, mais la pression était trop forte. Des brèches apparurent dans la ligne de Wellington et les soldats français s'y engouffrèrent. Wellington, voyant son centre s'effondrer, sut que la journée était perdue. Wellington n'eut d'autre choix que d'ordonner une retraite générale. Son armée entama une retraite chaotique vers Bruxelles, harcelée par la cavalerie française. Pendant ce temps, Blücher et le gros de l'armée prussienne tombèrent sur une armée française victorieuse. Napoléon, saisissant l'occasion, retourna le corps de Grouchy et des éléments de son armée principale victorieuse contre les Prussiens. Les Prussiens, pris au dépourvu, combattirent bravement mais furent systématiquement encerclés et défaits. La 7e coalition avait subi une défaite catastrophique et irréversible. La route de Bruxelles était ouverte et l'aura d'invincibilité de Napoléon était restaurée. L'Europe allait trembler à nouveau. La nouvelle de l'incroyable victoire de Waterloo parvint à Paris comme un coup de tonnerre de jubilation. Quelques jours auparavant à peine, l'anxiété avait étreint la ville. Désormais, tout cela était balayé. Des messagers galopaient à travers les rues, criant l'incroyable nouvelle. L'empereur a gagné! Victoire à Mont-Saint-Jean! La ville explosa de célébrations. Les gens s'étreignaient entre inconnus, chantaient des chants patriotiques et pleuraient des larmes de joie. Le drapeau tricolore apparut partout.
Les bonapartistes célébraient ouvertement leur héros. Les vétérans racontaient les hauts faits du génie de l'empereur. Le retour de Napoléon à Paris fut un triomphe. Il était le sauveur de la France, l'homme qui avait défié l'Europe entière et gagné. Les factions politiques qui avaient comploté contre lui furent réduites au silence. L'empereur parla de paix, mais d'une paix dictée par la France. La nouvelle de Waterloo, lorsqu'elle atteignit les capitales des puissances alliées, fut accueillie avec incrédulité et horreur. À Londres, les premiers rapports étaient au confus. Mais à mesure que l'ampleur de la défaite de Wellington et de l'anéantissement de l'armée de Blücher devenait évidente, la panique s'empara de la ville. L'invincible armée britannique, brisée. Wellington, le héros de la péninsule, vaincu. La bourse s'effondra. Les marchands craignaient pour leur commerce. Le gouvernement faisait face à une crise sans précédent. Le spectre d'une invasion française de la Grande-Bretagne parut soudain terriblement réel. À Vienne, la nouvelle frappa comme un coup de poing. Le chancelier Metternich vit l'ordre qu'il avait si soigneusement construit s'effondrer en poussière. L'empereur François Ier d'Autriche faisait face à un terrible dilemme. S'allierait-il avec son redoutable gendre ou risquerait-il d'autres défaites? À Saint-Pétersbourg, le tsar Alexandre Ier aurait été fou de rage. L'armée russe était vaste, mais mobiliser une autre force massive prendrait du temps. À travers les plus petits États d'Allemagne et d'Italie, la réaction fut un mélange de peur et d'admiration réticente. Le paysage politique européen tout entier était désormais une toile vierge, attendant le pinceau de l'empereur. Avec ses ennemis dispersés, Napoléon ne se serait pas reposé sur ses lauriers. Sa première priorité aurait été de dicter ses conditions aux puissances vaincues. Il n'y aurait pas de répétition du clément traité de Paris de 1814. Cette fois, Napoléon s'assurerait que la domination française soit inattaquable. La Grande-Bretagne resterait peut-être hostile, mais isolée. Un nouveau traité sévère serait probablement imposé à la Prusse, la démembrant davantage. L'Autriche serait contrainte à une alliance subordonnée. La Russie pourrait négocier une paix séparée, la neutralisant. Napoléon envisageait une fédération européenne avec la France à sa tête. Il installerait des souverains bonapartistes sur divers trônes, s'assurant leur loyauté. La carte de l'Europe serait redessinée pour refléter la puissance française. Le Code Napoléon deviendrait la loi en vigueur dans de nombreux territoires. Cette paix napoléonienne serait une paix armée, maintenue par la Grande Armée. L'Europe vivrait sous l'ombre constante de la puissance militaire française. Le grand dessein de Napoléon pour l'Europe s'étendait bien au-delà des ajustements territoriaux. Il envisageait un continent unifié par des lois communes, une monnaie commune et un système commun de poids et mesures. Le Code Napoléon serait étendu à travers les États vassaux et les territoires alliés. Les projets d'infrastructure seraient essentiels. De vastes réseaux de routes impériales faciliteraient le mouvement des marchandises et des armées. Paris serait la capitale incontestée, une métropole éblouissante. L'éducation et les sciences seraient réorganisées sous patronage impérial. Le français deviendrait la lingua franca de la diplomatie et de la culture. La volonté d'uniformité de l'empereur pourrait promouvoir l'efficacité, mais aussi provoquer des résistances. Les dirigeants locaux gouverneraient au bon plaisir de Napoléon. Tout signe de dissidence serait contré par une force rapide et décisive. Le rêve d'une Europe unie serait éclipsé par la réalité d'un empire bâti sur le pouvoir. Gap 2S. Pour la France, la victoire à Waterloo inaugurerait une ère de puissance et de prestige sans précédent. La dynastie napoléonienne serait solidement établie. La culture, la langue et les idées politiques françaises domineraient l'Europe. Paris serait la capitale du monde civilisé. Les avantages économiques pour la France pourraient être considérables. Les marchés continentaux ouverts aux produits d'un Français et des rivaux comme la Grande-Bretagne isolée. Cependant, maintenir une armée massive imposerait un lourd fardeau aux ressources françaises. La conscription resterait une réalité de la vie. À travers l'Europe, les anciens ordres aristocratiques
connaîtrait un déclin accéléré. Napoléon continuerait à démanteler les structures féodales, promouvant les hommes de talent. Les mouvements libéraux et nationalistes pourraient se voir réprimés. L'Europe serait verrouillée dans un système napoléonien, son destin lié à la fortune de la France et de son empereur. La victoire de Napoléon à Waterloo n'aurait pas seulement remodelé l'Europe, elle aurait envoyé des ondes de choc à travers le globe entier. La Grande-Bretagne verrait son influence mondiale sévèrement réduite. La France aurait pu raviver son propre empire colonial, défiant la suprématie britannique. Le 19e siècle aurait pu être le siècle français. Le triomphe de Napoléon aurait pu renforcer l'attrait du bonapartisme comme modèle de gouvernance. La démocratie libérale aurait pu faire face à un adversaire idéologique plus redoutable. Le progrès scientifique et industriel continuerait, mais avec un accent différent. Le rythme même et la direction du changement technologique auraient pu être modifiés. Une victoire française à Waterloo signifierait que les 19e et 20e siècles, tels que nous les connaissons, n'existeraient tout simplement pas. L'ascension des États-Unis comme puissance mondiale aurait pu être retardée ou modifiée. Un seul jour, une seule bataille, et toute la tapisserie de l'histoire moderne se défait. L'écho des canons de Napoléon à Waterloo résonnerait pendant des siècles. Dans un monde totalement transformé.